Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul coup. Africatech. En un seul coup. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission C'est sur Africa FM et africafm.com. Très chers auditeurs, bien le bonjour à vous, bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous êtes avec Moïse Self pour Africatech. Africatech, c'est votre émission qui explore les grandes mutations technologiques du continent africain. Alors aujourd'hui, cap sur le Niger, dans un contexte où la sécurité, la gouvernance et l'inclusion numérique se croisent. Le pays lance une ambitieuse refonte de son système d'identification. Des accords signés avec une société libyenne pourraient bien marquer un tournant dans sa stratégie numérique. L'objectif, doter chaque citoyen de ce qu'on appelle une identité numérique et d'un passeport biométrique numérique également, sécurisé et reconnu à l'échelle internationale. Alors quels sont les enjeux, quels sont les défis qui persistent? C'est ce que nous allons décrypter ensemble, moi et mes invités. Je serai en bonne compagnie d'ailleurs, en honneur aux femmes, Janicia Matondi, chroniqueuse avec nous du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Également Raja Dignas du Congo-Brazzaville, également chroniqueur. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Et pour terminer, le plus ancien, Alamine Mahamat du Cameroun, qu'on ne présente plus désormais. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à toi. Alors Alamine, tu nous as justement présenté une chronique qui va, on va dire, planter le décor de la discussion du jour. Alors Alamine, c'est à toi. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Bonjour à tous, ici Alamine Mahamat pour la minute décryptage. Aujourd'hui, on s'arrête au Niger, où un vaste projet d'identité numérique. Le pays vient de signer 2 accords pour créer une e-ID nationale et un e-passeport. Mais qu'est-ce que ça veut exactement? L'e-ID, c'est une carte d'identité biométrique équipée d'une puce électronique sécurisée. Elle contient vos données personnelles comme vos empreintes digitales ou sous format numérique. Même chose pour les passeports. On parle d'un document moderne, infalsifiable, qui facilite les contrôles aux frontières et réduit les risques de fraude. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là. Cette identité numérique va aussi permettre aux citoyens d'accéder plus facilement à des services privés. Ouvrir un compte bancaire, recevoir des aides sociales, s'inscrire en ligne pour créatif ou encore s'identifier rapidement pour un achat ou une démarche. Pourquoi c'est important? Parce que dans beaucoup de pays africains, des millions de pays n'ont aucune preuve d'identité officielle. Et sans identité, on n'a pas accès aux droits. Dans cette réforme, c'est aussi un levier d'inclusion sociale et économique. Autre point fort du projet nigérien, il mise sur une coopération sud-sud avec une entreprise libyenne, Altisan Al-Jadid. Un signal fort d'autonomie et de souveraineté numérique. L'objectif est clair. Bâtir un écosystème numérique interconnecté et sécurisé qui serve les citoyens et protège leurs données. Voilà, c'était la minute décryptage. À tout de suite pour le débat. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour avec mes invités pour le débat virtuel, la dernière partie de notre émission. Alors, un petit rappel, nous parlons du Niger qui veut, on va dire, moderniser, numériser son système d'information, de citoyens. On parle de passeport biométrique, on parle d'identifiant numérique. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est que peut réellement apporter une identité numérique à un pays comme le Niger? Janicia? Une identité numérique à un pays comme le Niger pourrait apporter quand même beaucoup. On va parler d'un point de vue d'abord administratif. L'identité numérique pourrait apporter une réponse concrète à plusieurs défis qui persistent actuellement encore en Afrique. Les fraudes documentaires par exemple, les démarches qui sont parfois lourdes et en dotant chaque citoyen d'un identifiant unique, numérique, biométrique, cela pourrait simplifier et automatiser les procédures administratives. Les documents biométriques, donc les empreintes, les puces, pourront faciliter le contrôle rapide et fiable au niveau des aéroports, des contrôles au niveau des frontières et postes de police. Cela pourra aussi réduire les délais d'attente, les erreurs d'identification et renforcer la sécurité, la sûreté
Et d'un point de vue économique aussi, l'identité biométrique favorise l'inclusion financière, donc accéder à bas coût aux services essentiels. Et la participation à l'économie numérique, comme je disais tout à l'heure. Très bien. Alors, peut-être Raja pourrait expliquer déjà à quoi est-ce qu'on fait allusion lorsqu'on parle d'identité numérique, parce que c'est un terme qui n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs. Merci Moïse, encore une fois de plus, pour cet honneur qui m'est fait d'être assis sur cette table ronde, je peux dire. Oui. Depuis après un bon moment sans être là. L'Afrique et encore l'Afrique, nous sommes là pour parler de l'Afrique grâce à la voix africaine, comme on le dit, et je suis content de revoir Alamine aussi sur ce plateau. Je sais qu'aujourd'hui, on va passer des très bons moments. Alors, revenons sur la question de Moïse, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on entend dire par identité biométrique ou le numérique exactement. Ça, oui. Lorsqu'on parle du numérique, je vais donner un exemple très simple, l'usage de nos portables. Lorsqu'on utilise de portables, à l'époque, on avait des portables fixes avec des signaux analogiques, des câbles et tout pour passer un appel. On a quitté ce niveau-là pour passer à la diffusion numérique, c'est-à-dire grâce aux ondes radio, aux ondes numériques, grâce aux câbles Internet, la numérisation, nos données, nos mots sont convertis en une chaîne de 0 et de 1, tout simplement, que la machine peut comprendre, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. Donc le numérique, c'est en fait numériser, rendre en termes de nombre ce qui, je vais dire, coder. C'est à coder, c'est-à-dire... bon, là, je risque de rentrer des termes très techniques. Le but, c'est de simplifier la définition. J'essaie vraiment de simplifier, mais là... En termes simples, comment est-ce qu'on peut comprendre une identité numérique? C'est-à-dire, on me prend une image, une photo, ça c'est une photo de moi. Oui. Comment je vais la numériser? En fait, je vais faire un codage, faire en sorte que cette photo soit traduite en un ensemble des 0 et des 1, une suite des 0 et des 1 que la machine, l'ordinateur peut comprendre. Donc, et qui peut transmettre facilement à l'autre personne. Pour être un peu plus simple, on va convertir en 0 très simple. Donc en gros, c'est l'identité numérique, c'est moi en 0 et 1. Une suite binaire des 0 et des 1 que la machine d'ordinateur peut comprendre. Ordinateur peut comprendre. Pour l'électronique. Très bien. Et ça, en quoi est-ce que ça peut... En quoi est-ce que c'est important pour un pays comme le Niger? Alors, déjà, on parle du biométrique. Avant de toucher le biométrique, je vais d'abord m'atteler sur le numérique. Bien évidemment, déjà, le numérique nous évite beaucoup de choses en termes de paperasse. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans nos administrations, dans certains pays aujourd'hui encore, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on part faire une demande pour la carte nationale d'identité? Il y a des papiers à remplir et tout. Et même lorsqu'on rentre dans des bureaux, on voit des tables, des lots et des lots de 1900. Et récemment, je vais raconter cette histoire. Il y a un jeune homme qui a perdu son acte de naissance quelque part. Et alors, pour retrouver cet acte de naissance ou pour faire un nouvel acte de naissance, il faut le numéro des références. Alors, quand il rentre dans la salle, il se retrouve avec des tas de paperasses et tout. Documents. Donc, il se dit, mais la dame qui travaille dit que je ne peux pas chercher ça pour toi. Tu vas aller chercher toi-même. Alors que le numérique, ça, c'est facile. Nous avons des bases de données là où les informations sont stockées. En quelques clics, on retrouve l'information dont on a besoin et on reproduit le document. Qu'est-ce que ça veut le numérique apporte? C'est en termes de fiabilité, c'est en termes de réduction des coûts, mais en termes d'économie aussi. Au lieu de faire 10 millions de papiers comme ça, dans un serveur de 1 Tera qui peut stocker tous ces papiers, c'est un avantage pour le pays en fait. Très bien. Alamine, tu voulais rebondir sur ce que disait Raja? En fait, moi, c'est juste une petite anecdote également. Au Cameroun, il y a 3 ans, je me rappelle, l'Office national du bac, ils ont fait un appel à tous les bacheliers qui ont eu et qui n'ont pas récupéré leur diplôme. Ils leur ont dit, venez prendre vos diplômes dans 2 mois. Si vous dépassez ce délai, à chaque fois que vous allez venir, vous allez payer une amende. Quand les gens arrivent là-bas, il y a une pile de documents. Genre, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, une chaîne de plein de bacs de telle année, de telle année, de telle année. Et quand tu arrives là-bas, tu vas demander à l'agent, il va te dire, va chercher ton document toi-même. Toi-même, tu vois toute la pile de documents là, tu peux pas le faire. Mais ça, je sais pas, mais je trouve que c'est dangereux, non? Parce que c'est très dangereux. Parce que dans la fouille, le document de quelqu'un. Dans la fouille, tu peux perdre le document de quelqu'un, tu peux abîmer le document de quelqu'un. Pourtant, grâce au numérique, comme Raja l'a dit, tu tapes juste le numéro des références, c'est bon. Et même, on épuise la ressource humaine qui travaille. Oui. La dame, elle vient tout à l'heure, par exemple, de trouver un document de Janicia. Par exemple, de 2012. Et moi, je reviens encore, je la ramène vers 1907. Bon, déjà, Janice en a parlé tout à l'heure sur la réduction de la chaîne administrative. Tu vas arriver là-bas, il n'y a pas la chaîne à faire. Imagine-toi, on lance un appel à tous les bacheliers qui ont eu le bac entre 2012 et 2020. Venez récupérer vos diplômes. 8 ans. Entre 2012 et 2020, tu dois arriver à l'Office national du bac. Tu vas faire la chaîne comme tout le monde. Tu dois arriver entre 8h et 13h.
Et parce qu'ils donnent les diplômes juste entre 8h et 13h. Entre 8, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui doit arriver là-bas pour ne pas dépasser le délai, parce que dès que tu dépasses le délai, tu as une amende à payer à chaque fois que tu vas venir. Et là, c'est l'amende officielle, parce que déjà au Cameroun, on ne fait pas quelque chose pour rien. Tu vas arriver là-bas juste au niveau de la dame qui va te demander à qui tu vas demander ton diplôme, qui va aller le chercher, elle va te demander quelque chose. Tu ne peux pas la faire travailler pour récupérer un document de 2012 alors qu'on a en 2025. Et là, c'est sans compter les dépenses de ceux qui viennent de très très loin. Les transports. Dans l'office national, j'imagine que c'est centralisé. Exactement. Tous les documents sont là-bas à Yaoundé, à l'office du baccalauréat. Et même, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, dans un pays dont je ne vais pas citer le nom. Il y a eu la direction des examens de concours, il y a eu l'incendie. Et donc, tous les documents, les diplômes, ils sont tout perdus. Alors qu'avec une numérisation, il y a la traçabilité. On peut retrouver, ne fût-ce que des bases de données. Même s'il y a des obstacles comme la cybercriminalité et tout qui viennent se poser, on peut déjouer tout cela. Donc on retient que le Niger a beaucoup à gagner, pour ne pas dire tout à gagner, à abandonner un système qui épuise les ressources humaines pour se diriger vers un système numérique. Très bien. En quelque sorte, oui. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est un projet qui n'est pas sans défi, n'est-ce pas, Raja? Exactement. Quels sont les défis de premier plan que doit faire face le Niger pour mettre en place un projet de cette envergure? Alors, sur cette plateforme, on a l'habitude de le dire, souveraineté numérique, infrastructure et tout. Cybersécurité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, malheureusement ou heureusement. Je vais parler en termes de financement. Aujourd'hui, nos pays africains sont beaucoup endettés. Et plus on veut innover, plus on s'endette. Plus on veut innover, plus on s'endette. Alors, parmi les défis qu'on peut réaliser aujourd'hui, qu'on peut constater, il y a des défis de financement. Le peuple nigérien doit réaliser que cette méthode, c'est pour leur avantage. C'est pour l'avantage des Nigériens. Alors ça doit être construit par les Nigériens. Pas la peine d'aller chercher forcément des financements extérieurs. Parce que celui on ne peut pas vomir sur la main qui nous nourrit. C'est pas possible. Celui qui nous donne des fonds pour faire quelque chose, bien sûr, il voudra contrôler ces choses. Et je pense que vers la fin, peut-être on en parlera, de cette dépendance-là de nos données. Celui qui a nos données, il nous contrôle. Il sait quand nous sommes nés, il connaît nos habitudes, il sait tout ce qui... Et il peut nous nourrir très très facilement. Et l'identité aujourd'hui. Justement, tu parles de données, de protection de données personnelles. C'est un problème qui a souvent ressurgi en Afrique, tout à fait. Dans plusieurs pays. Pour ne pas citer un pays. Oui, à la mine. Il y a par exemple une simple anecdote. Ils ont construit un palais des congrès. Genre, c'est là où toutes les conférences, les grandes conférences, les sommets se passaient. Et par accident, comme ça, on a découvert des caméras fourrées partout. Voilà. Donc, ce sont les réalités de notre très cher continent. Donc, Raja, tu parlais des différents défis. Tu as parlé du financement. Le financement, tu as parlé de souveraineté numérique. Oui. Tu as parlé aussi on peut aussi parler, par exemple, de l'électricité, du coût de l'accès à Internet. Ça, c'est évident. Parce que ce sont des choses, le numérique fonctionne aujourd'hui avec Internet. Obligatoirement. On a besoin d'Internet pour fonctionner, n'est-ce pas, Lamine? Exactement. Et l'Afrique reste toujours en retard par rapport à la connectivité. Et j'aimerais aussi ajouter un autre point qui peut être relevé, c'est le cadre légal. Oui. Parce qu'on ne peut pas signer la majorité des contrats en Afrique sont signés, mais certaines clauses, on n'en prend pas conscience. Dans le plan de procuration ou fabrication des passeports biométriques et tout, c'est sur un contrat c'était combien? Jusqu'à 2024, octobre jusqu'à 2024. Et dans les clauses du contrat, s'il n'y a pas renouvellement, on n'a plus accès à nos données. Alors juste pour nos auditeurs, pour clarifier, Lamine parle d'une chronique de AJ+, qui traitait de la production de passeports en Afrique. Le passeport biométrique en Afrique, oui. Et le problème qui se soulève là maintenant, c'est la sécurité et le contrôle de nos propres données. Parce que déjà, en se servant d'un investisseur, d'un pays étranger pour ce genre de projet, nos données vont chez eux obligatoirement. Et si on ne renouvelle pas le contrat, on n'a plus accès à ces données. Et en même temps, moi, ce que je peux rajouter par rapport, par rapport à ces défis, on parle beaucoup plus de problèmes de propriété des étrangers qui vont garder les données d'un autre pays. Mais je pense que ce sont des choses quand même que beaucoup de pays africains pourraient anticiper, pourraient essayer d'éviter en mettant en place beaucoup on va dire des cadres légaux, par exemple,
ils pourront mettre des lois ou encore veiller sur le type de contrat qu'ils signent, comme l'incident dont Alamine parlait tout à l'heure. S'ils avaient au moins veillé sur le type de contrat qu'ils avaient signé, je pense que ce genre d'incident ne pourrait pas arriver. Et en même temps, lorsque je parle d'anticiper, on va parler de l'accessibilité universelle. Donc, ils pourraient mobiliser des unités mobiles. Donc, je parle du cas du Niger, intégrer des ONG locales. En termes de je sais pas, recensement, il y a un autre mot qu'on utilise. Oui, recensement, d'enrôlement peut-être. D'enrôlement, voilà. Donc, des ONG locales adapter des normes biométriques pour pouvoir faire ce genre d'enrôlement-là dans des différentes communes. Moi, je suis un peu sceptique par rapport aux ONG, d'intégrer certaines ONG dans un projet qui concerne les données de plus d'1 milliard pardon, ils sont combien de millions d'habitants? En tout cas, ils dépassent le million, ils dépassent la dizaine de millions. Intégrer une ONG dedans, ça veut dire s'adapter ou s'appuyer sur les règles de l'ONG. Déjà, c'est une organisation non gouvernementale, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Raja, je me tourne vers toi. Oui. On parle de données biométriques. Ouais. De la même manière qu'on a défini les données numériques, ce serait peut-être judicieux de définir les données biométriques. À quoi est-ce qu'on fait allusion lorsqu'on parle de données biométriques? Enfin, corrige-moi si je me trompe. Je pense que la biométrique vient c'est une composition de deux mots, donc bio qui vient de vie et métrique, genre mesure. Donc, c'est des données qui utilisent les informations du corps humain, comme l'empreinte digitale, la forme du visage, la rétine de l'œil, l'iris, toutes ces choses qui sont utilisées pour mesurer, pour nous mesurer en tant qu'être vivant et pour nous identifier de façon unique. De façon unique, je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, Janice a parlé d'un point qui est très important, et pour rejoindre aussi Alamine. Oui. Lorsqu'on parle de souveraineté numérique, donc on fait aussi référence au choix du partenaire. Bien sûr. Il faut que ce soit un partenaire de confiance. Le Niger, dans notre cas, s'est tourné vers une entreprise libyenne. Il faut avouer déjà que c'est un fait rare, c'est pas évident. Et on est en droit de se demander, est-ce que ce choix pourrait bien incarner une nouvelle forme de coopération continentale entre le Sud et le Sud. Oui, et si le futur numérique africain devait se construire entre pays du Sud uniquement? C'est déjà un point fort pour le Niger de faire ce pas vers la Libye. Et il reste à savoir si derrière cette entreprise libyenne, il n'y a pas des entreprises étrangères. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Donc je peux avoir un besoin, mais je n'ai pas la technologie. Par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est biométrique, on doit se rendre compte qu'en Afrique, c'est très rare d'avoir ces technologies. Donc, on est certainement accompagné par des entreprises, des multinationales étrangères qui viennent dans nos pays, signent des partenaires avec nous et nous sommes la vitrine tout simplement. Donc, on ne sait pas derrière cette entreprise qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, vu que c'est une entreprise libyenne, c'est déjà un pas positif pour la coopération sud-sud entre des pays africains. Et ça nous permet de dire, de conclure ou de croire que en Afrique, on peut évoluer, on peut travailler en semaine de la main pour faire brousse. Donc ça, c'est un avantage. Alamine, aujourd'hui, beaucoup de pays dépendent encore des technologies qui viennent d'Europe, de Chine ou des États-Unis. Cette initiative, elle peut être inspirée d'autres nations. On pense à la RDC avec Trident au Ghana ou avec son système de cartes biométriques multiservices, ou peut-être même au Cameroun, ton pays, et ses projets de passeport électronique. Alors, une question se pose, l'Union africaine, est-ce qu'elle peut jouer un rôle de coordination pour favoriser l'interopérabilité entre différents pays? C'est tout le droit, c'est tout le rôle de l'Union africaine, parce qu'elle est là pour, déjà on dit Union, c'est rassembler les peuples d'Afrique. Donc leur rôle est vraiment d'essayer de montrer la bonne coopération entre les deux pays, essayer de la renforcer. Et pourquoi seulement avec la Libye? Il y a plein d'autres Tchadji. Il y a un projet par exemple comme chez nous, Cameroun, au Ghana, ou en RDC. C'est ça, le Tchadji, la société libyenne peut également copier ces modèles pour essayer de l'actualiser et ne pas essayer d'évaluer d'abord les autres projets pour essayer de pallier à plein de difficultés que les autres pays ont rencontrées durant l'implantation de leurs projets, et pourquoi pas donner la version optimale ou la version améliorée de ce projet au Niger, avec leur population et tous les défis qu'ils peuvent rencontrer. Très bien, Raja. Je ne vais pas aller loin de ce qu'Alamine disait tout à l'heure. On n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs.
Et les erreurs des autres doivent nous servir de leçon pour aller plus vite. Donc si le Congo, le Ghana, ils ont déjà fait, on peut apprendre d'eux et implémenter selon nos réalités. Ça, c'est très important parce que les réalités du Congo ne sont pas les mêmes que le Niger. Et en termes de couverture territoriale. Donc ça dépend. Le Niger étend sur tout le pays, le territoire national. Alors il y a des zones rurales, il y a des zones ainsi de suite. Il faut voir tous ces paramètres-là pour qu'il y ait une inclusion dans tous ces aspects. Et même tout à l'heure, on était en train de parler des défis aussi liés à ça, si je peux rebondir sur ça. J'ai pensé à dire quelque chose que j'ai oublié, c'était aussi des défis en termes de coûts. Déjà, si des investisseurs viennent nous prêtent de l'argent pour investir dans ce projet, ce sera en devise étrangère, en devise internationale. Et nous, quand on va fixer des prix à nos populations pour pouvoir avoir la pièce d'identité biométrique, ainsi de suite, on va les faire à mesure de rembourser cette dette. Donc, les prix seront élevés. On va voir le passeport à l'époque, c'était dans certains pays de l'Afrique, de la CMAC, c'était 25 000 francs. Après, aujourd'hui, on voit c'est 100 000, d'autres même demandent plus que ça pour des raisons de... Donc, c'est un projet très, très intéressant. Pour le gouvernement, ça, c'est la traçabilité, il y a le contrôle sur sa population, les risques de corruption diminuent, mais aussi, on ne doit pas oublier en termes de coûts, comment déjà le panier de la ménagère, bien sûr, ça varie d'une maison à une autre. Donc, on va en prendre en considération, puisque tout le monde doit avoir sa pièce d'identité. Donc, on va prendre en considération les coûts de cette pièce d'identité pour permettre à ce que tout le monde soit inclus et qu'il n'y ait pas d'exclusion dans la population. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot un mot de la fin. On va faire un tour de table à la mine. Moi, je dirais que c'est un projet très, très louable et on doit s'appuyer sur cet exemple d'essayer de prendre un pays africain pour subvenir à nos propres besoins. Et je vais rejoindre légèrement Raja sur les problèmes de coûts, de financement et tout. Je pense que c'est tout. Raja ? Il n'y a pas grand-chose à dire, juste apprécier l'initiative du Niger et je prie que ça en termes de longévité, que ça puisse porter plusieurs fruits et ça donne naissance à plusieurs contrats même africains. Le Niger, c'est un pays très très riche avec beaucoup de ressources, qu'il puisse miser sur le capital humain, surtout parce que c'est très important, ce qui fera toute la différence, qu'on soit capable de pouvoir utiliser ces technologies nous-mêmes et de les maintenir sans pourtant avoir besoin de l'aide étrangère. Ce n'est pas qu'on refuse l'aide étrangère, mais celui qui nous contrôle, on est dans l'insécurité. Très bien. Alors pour terminer, Janicia. Pour moi, ce que je pourrais dire, c'est que ça sort vraiment une bonne initiative. Déjà, le fait que le Niger se soit tourné vers un autre pays africain, c'est déjà une marque de confiance et c'est ce que les autres pays africains devraient aussi faire. Avoir de la confiance envers d'autres pour se partager vraiment des expertises et pouvoir évoluer ensemble. Très bien. Alors, on retient que l'identité numérique n'est pas seulement un outil technologique, c'est aussi un outil politique, économique, social. Mais pour qu'il tienne ses promesses, il faudra du temps, des moyens et surtout de la confiance. L'identité numérique ne doit pas être synonyme de surveillance, mais d'inclusion et de citoyenneté renforcée. Alors, merci à vous d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci à M. Mohamed qui est derrière la console à la réalisation de ce numéro. Merci à vous les auditeurs de votre fidélité à nos programmes. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.